C'est temps de témoignage avec le partage qui nous a livré Lydienne. Lydienne, c'est une femme engagée, une femme très forte, déterminée et préparée à affronter les défis. Voici son récit. Moi, je suis Lydienne Torre, donc je suis camerounaise d'origine et je suis maman de 3 enfants, je suis mariée, euh, je suis séropositive depuis... j'ai découvert ma séropositivité en 2004 à la grossesse de mon fils. La première? Donc, ma première grossesse, ouais, j'ai découvert ma séropositivité et à ce moment-là, par la suite, j'ai vécu avec au Cameroun et après, quand ça devenait compliqué, je suis venue en France en décembre 2022 dans le cadre de la demande d'asile et pour sérophobie. Euh, et depuis, depuis que je suis arrivée en France, je suis venue sans mes enfants, sans ma famille. Donc, ça fait à peu près presque 3 ans en décembre là que je suis là. Et voilà, donc je travaille au réseau Santé Marseille Sud depuis à peu près un an et demi aussi, bientôt. Et tu as dit quand c'est devenu compliqué. Du coup, c'était par rapport aux actes sérophobes que tu subissais? Exactement. J'ai bien caché la maladie pendant des années. Hein. Personne n'était au courant que j'étais séropositive à part ma belle famille et ma famille qui d'ailleurs à un moment au début de ma séropositivité, ils n'ont pas été très soutenants. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Quand plus ils comprennent les choses, plus ça va. Mais je suis partie parce que justement, dans le milieu professionnel où j'étais, dans les télécoms, ça commençait à se faire savoir et ça m'a mise un peu en difficulté parce que je n'étais plus compétente subitement, parce que j'étais exclue des réunions subitement, parce que je n'avais plus place à table sur des sujets qu'il fallait discuter alors que des jours avant, c'était pas question de tout ça. Donc, j'étais devenue incompétente et ça commençait à me rendre malade. Donc, j'appréhendais aller au travail. Je ne savais pas ce qui m'y attendait ce jour-là, qui d'autres sait déjà. Et vraiment, j'ai commencé à développer des angoisses extrêmes. Et ces angoisses extrêmes ont causé la maladie de Basedow. C'est-à-dire que le stress extrême m'a causé la maladie de Basedow. On n'a pas détecté ça au Cameroun. On a mis ça le stress extrême. Mon médecin a dit que c'était du stress. En plus, que je prenne un temps d'arrêt. Et c'est là où j'ai cherché à partir, en fait. Parce que j'avais déjà quitté une première ville de Douala vers Yaoundé. Parce que je fuyais la sérophobie. Quand on a découvert à Douala, je suis partie à Yaoundé. Et du coup, des années plus tard, j'ai parti à Yaoundé en 2014. Et quand en début 2022, on a commencé je me sentais oppressée, je suis partie du Cameroun pour la France. Oui. Alors, vu que récemment nous nous sommes rencontrés au forum du TRT5 CHV sous l'allaitement des personnes qui vivent avec les VIH, est-ce que tu as pu allaiter tes 3 enfants? Est-ce que c'était un désir que tu avais? C'est un désir, c'est quelque chose qui me reste en travers de la gorge, en fait. J'ai eu 3 enfants, mais j'ai allaité aucun de mes enfants, malheureusement. J'ai tellement désiré allaiter que je ne pouvais pas à l'époque. On me donnait des traitements pour arrêter le lait parce qu'il ne fallait pas mettre des enfants en danger, il ne fallait pas prendre le risque de mettre les enfants en danger. Et Donc, je n'ai pas allaité malheureusement. comment tu as pu, du coup, c'est une raison pour laquelle aussi tu as dû dévoiler ta séropositivité à ton entourage, ta famille? Parce qu'ils t'ont vu que tu allaitais pas? Non, c'est pas. Bon, il y a eu la question. Hein, moi, j'avais des excuses. Je dis, j'ai pas le lait. En essayant, on voyait qu'il n'y avait pas le lait parce qu'on avait pris la peine à l'hôpital immédiatement quand j'accouchais. On commençait le lait. Donc, ça se voyait qu'il n'y avait pas le lait. Donc, on sait que quand une femme n'a pas le lait, elle ne peut pas allaiter. Mais ma famille, par contre, j'ai annoncé ma séropositivité parce qu'au départ, moi, j'ai été. Quand j'ai découvert ma séropositivité, mon beau-père nous avait fait savoir à mon feu mari, à l'époque le père de mes enfants, qu'on était condamnés à vivre ensemble et condamnés à mourir. Donc que l'on garde le secret pour nous et que personne n'a besoin de savoir.
Lorsque dans mon mariage, j'ai commencé à me sentir oppressée, menacée, j'ai été frappée, donc j'ai commencé à subir de la violence conjugale. À ce moment-là, et puis j'étais troisième maternité, 1 an d'écart entre les deux derniers, ils ont 1 an d'écart, novembre. J'étais mal, je n'étais plus sous traitement parce que la situation dans mon couple, mon beau-père s'occupait de nous en fait. Donc quand j'ai des problèmes avec son fils, forcément ça impacte ma relation avec le père. Donc je n'étais plus sous traitement depuis un bon moment et je venais d'avoir 2 maternités successives. Donc sur le plan immunitaire, j'étais vraiment pas bien, j'étais pas en très bonne santé. Et ça allait très mal. Du coup, après ce coup-là que j'ai reçu de mon mari, je suis partie avec les enfants, chercher du refuge, du secours. Et quand je suis allée chercher du secours, en fait, pour qu'on t'aide, quand tu appelles au secours, il faut que tu dises ce que tu as. Je ne pouvais pas juste dire violence conjugale parce que je savais que j'étais en arrêt, en rupture de traitement. Il fallait absolument que je me remette dans le parcours de soins. Et pour ça, il fallait que je dise la vérité. Et j'ai été donc obligée de dire la vérité. J'ai repris le parcours de soins et puis après, ma famille, quand elle commence à réaliser que, ah, mais elle a le sida, on commence à faire attention aussi, comme mes collègues, on commence à ne plus vouloir manger au même endroit, tes couverts sont mis à part. Ça aussi, on commence une forme la sérophobie se remet en place. Au début, tout le monde est OK. Oh, vraiment désolé, dommage, machin. Et puis, subitement, c'est des attentions de tous les jours. On va faire le test de dépistage aux bébés, à leurs enfants, aux petits-enfants. Donc, on fait des choses pour t'exclure, vraiment te montrer que tu n'es pas la bienvenue, au point où on te chasse après à un moment donné. On te dit non, tu ne peux plus rester là parce que vraiment, on ne se sent plus à l'aise chez nous. Et quand tu as découvert ta séropositivité, quel genre d'informations tu avais et comment tu t'es sentie? Est-ce que tu étais aussi toi-même, tu avais toutes ces histoires qu'on racontait dans la tête ou tu avais déjà des bonnes informations? Moi, quand j'ai découvert ma séropositivité, franchement, je me disais que ça ne me concernait. En fait, le VIH ne me concernait. Je savais que le VIH tue. On avait les grandes affiches dans les carrefours à l'université. On avait des grandes affiches qui disent le sida tue, mettez capote, machin, des choses comme ça. On avait ces affiches-là. Mais à part ça, vraiment, ça se limitait à ça, mon information du VIH, que vraiment, c'est une maladie sexuellement transmissible liée au fait qu'on a une vie dissolue un peu, donc on a une sexualité pas convenable, on ne fait pas attention, on a plusieurs partenaires, donc moi j'avais ça comme je savais que je n'avais pas cette façon de vivre là, donc en fait pour moi le VIH, ce n'était pas quelque chose qui pouvait rencontrer mon chemin un jour. Donc, quand j'ai appris ma séropositivité, ça a été un choc, une peur. Première réaction, c'était une tentative de suicide parce que je savais que ma vie était terminée. Déjà, la condamnation à mort qu'on m'avait prononcée en m'annonçant ma séropositivité, vous êtes condamnés à vivre ensemble et condamnés à mourir ensemble. Ça, c'était vraiment... Et je me suis dit, je ne peux pas vivre avec, en fait. Je ne peux pas vivre avec une telle maladie. Je ne peux pas... J'ai pensé me donner la mort. Jusqu'à me rendre... C'est quand je me suis dit, l'enfant qui est dans mon sein n'a rien demandé, en fait. N'a rien demandé, je ne lui donne aucune chance. Je ne savais même pas que je ne pouvais pas l'infecter. En fait, comme je ne savais rien, en fait, je ne savais pas si je le garde, je vais l'infecter. Je ne me posais pas cette question parce que je me disais, c'est moi qui ai le VIH, pas le bébé. Donc, je me suis dit, pourquoi le condamner à mourir alors que lui peut vivre et tout. Donc, c'est ce qui m'a empêché de me donner la mort. Je suis quand même allée un peu loin pour me donner la mort. C'est ça qui m'a réveillée, en fait. Me dire qu'en fait, si tu meurs pas seul, tu tues 2 personnes. Oui. Et petit à petit, comment tu as pu avoir les informations avant d'arriver en France, mais quand tu étais encore au Cameroun, comment c'était avec les médecins? Oui, au départ, j'ai fait déjà beaucoup d'échecs thérapeutiques. Hein. J'ai eu des bons médecins, mais les médecins à l'époque, c'était vraiment, on est dans les années 2010, 2014, 2015. Les médecins que j'avais à cette époque-là, en fait, ils étaient plus dans le jugement de c'est votre faute, c'est un choix de vie, bref, c'est des choses.
C'est-à-dire que les médecins n'encourageaient pas. Je me rappelle une situation où j'étais allée à l'hôpital, je prenais mes traitements, mais seulement ils m'avaient mis sous un mauvais protocole, mais ils présentaient la chose comme si c'est moi qui ne prenais pas mes médicaments, alors que je faisais l'effort de les prendre tous les jours. Et quand ce jour-là j'arrive, ma charge virale est tellement élevée. Et le médecin ne comprend pas, ça ne baisse pas, ça progresse plutôt. Donc, on me gronde que tu ne prends pas tes traitements, tu veux mourir. Et ma charge virale était à un point où, je crois que c'était à plus de 1000 copies. Elle m'amène voir la salle où il y a des personnes qui sont vraiment déjà mourants. Elle fait venir un collège de médecins autour de moi, me disant comment ce qui va vous arriver, c'est que vous allez mourir comme vous ne prenez pas vos traitements. J'avais beau dire que je les prends, du coup, j'ai encore arrêté de les prendre, que je me suis dit, bon, si je les prends et que je vais mal, ça veut dire que forcément, je vais bientôt mourir. Donc, vaudrait mieux ne pas s'encombrer de prendre des médicaments 2 fois par jour, en fait. Donc, j'ai encore arrêté, j'ai encore fait un échec, arrêter les soins de 2000 jusqu'à peut-être pendant 2 ans. Et après, j'ai rencontré mon nouveau compagnon, mon mari, qui m'encourage à retourner dans le soin et on cherche un autre médecin dans un autre hôpital et je recommence le soin. Donc, à cette époque-là, je n'avais pas toujours les bonnes informations à chaque fois et le suivi, c'était vraiment aujourd'hui, il y a des médicaments, demain, il n'y en a pas. Même quand je venais ici, je venais de faire 4 mois où j'avais changé le traitement. C'est-à-dire que pendant 4 mois, je prenais une molécule changée à chaque fois. Si on va ténophobie, du machin, et puis après un troisième rival. Bref, chaque mois, il y avait une molécule qui s'ajoutait ou qui s'enlevait de mon traitement. Donc, parce qu'il y avait des ruptures et il fallait donner quelque chose. Donc, mais mon dernier médecin a quand même pris la peine à chaque fois de m'expliquer. Mais il ne m'a pas parlé de indétectable égale intransmissible. Ce genre d'informations, c'est à mon arrivée en France que je les ai eues. Et maintenant, est-ce que tu as encore un contact avec le Cameroun par rapport à toutes ces informations que tu nous dis? Oui. Dernièrement, comme je suis membre également de l'association ALCOS, Alliance pour ALCOS avec Bernard Bassama. Donc, du coup, je suis allée avec... donc, il partait au Cameroun pour la sensibilisation. Déjà, mon ancien médecin, dès que j'ai appris que I égale I, je l'ai appelé directement devant mon praticien d'ici, devant mon infectiologue d'ici. Le même jour, je l'ai appelé pour lui dire que, mes docteurs, quand on est indétectable, on ne transmet plus. Et on a eu la discussion avec elle là immédiatement. Mais après, avec Alcos, j'ai fait une vidéo, en fait, un audio de témoignage, de sensibilisation et de plaidoyer auprès du gouvernement camerounais quand il partait, qu'on a présenté partout où il est parti dans les universités, dans les écoles de médecine, lors des campagnes qu'ils ont organisées au Cameroun il y a quelques mois. Donc je continue d'être en contact avec le Cameroun par rapport à ça. Je suis dans un groupe de Camerounais, pas de la diaspora, mais du Cameroun, personnes vivant avec le VIH. Et je leur envoie des informations, j'envoie tout ce que j'ai ici comme documentation. J'arrive à les scanner, j'envoie des liens pour avoir des informations concrètes en fait. Donc, j'ai été intégrée dans ce groupe-là par quelqu'un qui est au Cameroun pour que je puisse apporter des informations à ce sujet. Parce que tu sais que là-bas, ça continue à vivre beaucoup de stigmatisation, beaucoup de sérophobie et des fausses informations. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, pour venir à maintenant, tu nous dis que tu es engagée aussi vers le Cameroun. En fait, tu es arrivée en France pour fuir la sérophobie. Et du coup, tu as continué, plus que la fuir, tu t'es mis encore plus dedans, c'est-à-dire que tu luttes tous les jours contre ça. Ton engagement associatif, tu fais quoi concrètement? En fait, moi, c'est la colère. J'entre dans l'associatif en France à cause de la colère d'avoir quitté mon pays, quitté mon confort de vie, quitté mes enfants et mon mari pour une histoire que j'ai le VIH. Donc vraiment, c'est cette colère-là. Et je me suis dit, comment est-ce que je la transforme en fait? Parce que j'ai travaillé avec mes médecins, ma psychologue sur cette colère qui était remplie. Il fallait la transformer absolument en engagement pour que j'aille mieux.
si j'avais pas transformé cette colère en engagement, elle allait me détruire en fait. Cette colère allait me... Parce que le parcours de migration en France est très difficile à supporter. Elle est inhumaine, même, il est inhumain ce parcours. Il est déshumanisant en fait. Il est dévalorisant. On est infantilisé, ainsi de suite. Donc, du coup, je me sentais de plus en plus mal. J'ai eu des pensées suicidaires quand je suis arrivée. J'ai commencé à être suivie psychologiquement et avec une psychiatre. On m'a mis sous antidépresseur à cause du parcours que j'ai rencontré ici parce que je fuyais la sérophobie. Donc, c'était soit je transforme ce parcours-là, ce que je vivais là, en un combat contre ce qui m'a fait fuir, ou alors je me laissais embourber dans ce qui est... C'est pour ça que quand je suis lors d'un atelier à l'hôpital Sainte-Marguerite où je suis suivie, un atelier ETP, il y a eu donc Aide qui est arrivé, Jamel de Aide qui est venu à l'atelier, il est venu nous entretenir sur un sujet. C'était sur la thérapeutique, je crois que c'était un atelier sur les avancées thérapeutiques. Donc, à la suite, je suis allée vers lui, vraiment en colère, disant que si vous arrivez à faire des choses comme ça, de ce que vous nous avez raconté, Aide arrive, il y a une mobilisation associative en France pour la lutte contre le VIH. Mais qu'est-ce que vous faites pour l'Afrique, quoi? Qu'est-ce que vous faites pour nous autres qui vivons là-bas, qui nous sentons seuls, en fait, avec ce combat, avec un entourage qui est malveillant, qui est discriminant. Et vous venez, c'est tout beau ce que vous dites là. Pourquoi est-ce que vous ne vous engagez pas? Il me dit, viens et vois ce qu'on fait et tu vois comment tu peux participer à faire bouger les lignes. Et c'est comme ça que je me retrouve à venir à Aide, à découvrir ce qui se fait chez Aide au niveau associatif. Et dans le processus de mes démarches, je rencontre également le réseau Santé Marseille Sud avec Marjorie dans mon accompagnement pour le type d'étrangers malades. Je commence des actions bénévoles et je découvre des gens comme Marie Basmadian, 40 ans de VIH. Je dis waouh! C'est-à-dire, je réalise avec Marie que j'ai une vie, en fait. Je peux recommencer à rêver, à me projeter, ce que je ne faisais plus, à penser que je peux vieillir, C'est des choses que je n'avais jamais pensé qui pouvaient m'arriver, en fait. Donc, ce milieu associatif a commencé à me construire, en fait, à me donner de l'assurance et à vraiment à approfondir mon engagement, en fait, à vraiment confirmer et me convaincre de m'engager dans la lutte contre le VIH pour apporter l'information que je n'avais pas su avoir au moment où j'avais besoin de ça. Et maintenant, si tu arrives à plus te projeter, est-ce que tu as des projets pour le futur aussi par rapport à ta famille qui est au Cameroun? Mes enfants sont déjà là depuis le 3 octobre. Ah, ils sont en France? J'ai fait la réunification familiale, donc... En tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, j'avais la possibilité de faire venir mes enfants. Donc, ils sont arrivés le 3 octobre. Nous sommes dans de nouvelles démarches pour l'intégration, pour les écoles, le travail, le logement et autres. Donc, oui, et mon mari également, il pourra venir. Ça n'a été pas facile de les faire venir dans ce contexte politique aujourd'hui, mais les démarches se sont bien passées. J'ai été bien accompagnée là-dessus. Ah, félicitations, ça c'est une magnifique nouvelle. Merci. Et du coup, comme tu dis, ton engagement dans un milieu associatif qui est de plus en plus fragilisé. Vous avez aussi des activités de campagne, de sensibilisation, parce que maintenant, on parle aussi à toute la population. Si les associations disparaissent, il y aura beaucoup de conséquences. Effectivement. Effectivement, ça fait peur. C'est pour ça que moi, avec Aide, en fait, aujourd'hui, moi, si je veux me projeter, c'est vraiment des actions communautaires parce que c'est m'orienter vers tout ce qui est communautaire, la sensibilisation et la prévention auprès des publics migrants. Parce qu'effectivement, c'est rendu compte que c'est les 5 premières années de leur arrivée en France que les personnes migrantes sont infectées par le VIH. Pourtant, il y a toute l'information. Ça veut dire que l'information ne va pas jusqu'à elles. Et les personnes migrantes sont pratiquement les moins informées aujourd'hui du VIH, des conséquences et de ce que... Et ça c'est vrai, aujourd'hui, on peut communiquer là-dessus. Malheureusement, les moyens diminuent
malheureusement, les financements, que ce soit ici au niveau local, les associations sont de plus en plus astreintes à fermer, à réduire leurs activités, les budgets sont réduits. C'est dommage parce que si on arrive au point où les associations meurent, vraiment l'épidémie reprend. Parce que le VIH, il n'y a pas de guérison pour l'instant. Donc, il suffit de rien du tout, l'épidémie reprend. Il suffit des gens qui ne prennent pas leur traitement. Comme moi, j'accompagne au réseau Santé Marseille Sud des personnes. Il y en a qui ont décidé d'arrêter les traitements à cause des conditions dans lesquelles ils vivent. Donc, des personnes migrantes qui se retrouvent, ils ont fait le 115, ils n'arrivent pas à trouver de logement, ils arrivent à avoir aucune solution. Elles se retrouvent dans la rue et ça fait des mois, elles ne prennent plus ces traitements. Comment elle prendrait les traitements? C'est pas possible dans les conditions. Elle ne sait même pas où elle va dormir, ce qu'elle va manger. Elle peut pas prendre des traitements. Donc, ce n'est pas le bon moment pour qu'il n'y ait pas la possibilité pour les associations d'aller vers la population générale ou bien vers les populations vulnérables pour sensibiliser sur le VIH. C'est vraiment, le moment est très mal choisi et ça fait peur parce que l'épidémie risque de reprendre. Oui, merci beaucoup Lydiane pour ton engagement parce que justement c'est des personnes comme toi qui peuvent mieux parler vu que tu as vécu sous ta peau des choses qui parlent aux personnes que tu rencontres. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses à ton avis que tu voudrais rajouter pour terminer notre entretien? Oui, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que lorsqu'on a fait les états généraux des personnes vivant avec le VIH, il y a eu plusieurs problématiques qui sont sorties, mais la problématique de la sérophobie en milieu médical, hier, j'accompagnais, pas seulement en milieu médical, hier, j'accompagnais quelqu'un, une personne séropositive, il y a quelques jours, je crois, au commissariat. Et là, on se rend compte qu'effectivement, la sérophobie est encore là. C'est-à-dire que même le regard qu'on te porte est problématique en fait. C'est vraiment une question sur déjà les personnes ont vraiment insisté là-dessus sur les questions de sérophobie. C'était beaucoup plus dans le milieu médical avec des praticiens comme les dentistes. On accompagne des personnes qui vivent des situations extrêmement difficiles avec des rencontres avec dentistes. Et moi, je pense que vraiment aujourd'hui, si en plus les financements diminuent et que les personnes forcément la sérophobie va augmenter, parce que les personnes seront de plus en plus vulnérables et quand elles se présenteront, on va les rejeter. Elles n'auront pas d'association vers qui aller. On ne pourra pas les accompagner. Vraiment, les conséquences sont énormes en fait. Les conséquences de la situation que vivent les associations est dramatique. On ne voit pas encore jusqu'à quel point, mais ça va faire augmenter les non-observances et ça va augmenter la sérophobie puisqu'il n'y aura pas de communication, il n'y aura pas de moyen de défendre même les personnes qui sont séropositives. Au commissariat, on m'a fait savoir que bah non, ce n'est pas une discrimination. C'est quoi la sérophobie? Non, mais il n'y a aucune conséquence. La discrimination qu'elle a vécue, bah, ça n'est pas une atteinte à sa personne, ça n'a pas été une atteinte à ça. Il n'y a pas une conséquence physique, mais je dis il y a une conséquence psychologique sur la personne. Mais ça, c'est pas entendu en fait. Et la plainte a été tournée en... ils ont mis quoi? Ils ont mis... en fait, le motif... Ils ont changé le motif de la plainte que nous, on venait faire parce qu'elle a subi la sérophobie, elle a été discriminée pour son état et aujourd'hui, elle est en rupture de soins à cause de ça. Mais ils disent que ça a été une diffamation juste. Mais vraiment, c'est pour dire à quel point, même à ce niveau, il faut qu'on parle au public, il faut qu'on essaye de sensibiliser au maximum pour que les acteurs, autres que les acteurs associatifs du milieu du VIH, soient au courant que vraiment il faut faire changer les comportements, changer les mentalités sur le VIH et sur les personnes qui vivent avec le VIH. Et ça, vraiment, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas qu'on arrête de faire, en fait. Aminata Sinon est coordinatrice des projets à l'association Icambere. Aujourd'hui, elle nous présentera un outil d'accompagnement en santé pour les hommes. Réponse pour lui. Bonjour, je m'appelle Aminata Sinon. Je suis coordinatrice de projet santé à l'association Icambere. Icambere, c'est une association qui accompagne les femmes en situation de précarité et de vulnérabilité atteintes de maladies chroniques, diabète, hypertension, VIH et celles qui sont aussi en situation d'obésité. Donc, nous avons
4 centres. Un centre à Saint-Denis qui accompagne les femmes vivant avec le VIH. Un centre à Ivry-sur-Seine qui accompagne les femmes qui ont le diabète, l'hypertension et la situation d'obésité. Alors, un centre à Lille qui accompagne les femmes qui ont le diabète, l'hypertension et la situation d'obésité. Et enfin, nous avons notre maison de repos qui est à Nel-la-Vallée, dans le 95, où on accompagne nos bénéficiaires de chaque structure une fois par mois. ICAMBE propose un accompagnement global. L'accompagnement vers l'accès aux soins, aux droits sociaux, l'accès à un hébergement ou à un logement définitif. Parfait. Et on propose également des ateliers santé bien-être pour que les dames que nous accompagnons puissent retrouver l'estime en elles-mêmes, confiance en elles-mêmes et qu'elles puissent continuer leur vie et avoir des projets pérennes. Oui. Et vous développez en général des outils d'accompagnement, des guides en santé. Nous sommes habitués à vous solliciter par rapport à la santé des femmes. Mais aujourd'hui, c'est par rapport à la santé sexuelle des hommes que je m'adresse à toi, Aminata, parce que vous avez développé un outil Réponse pour lui. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce projet? Alors, Réponse pour lui, c'est un projet qui a été développé à partir de notre travail sur le terrain avec Réponse pour elle. Les professionnels que nous avons formés ont chaque fois demandé quand l'outil pour les hommes. Nous nous sommes rendus compte effectivement qu'il n'y avait pas d'outil pour les hommes en santé sexuelle et qu'ils étaient les oubliés de la prévention. Les médiatrices en santé font de la prévention auprès des hommes dans les foyers de travailleurs migrants. Et là aussi, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'outils, pas de support pour pouvoir bien discuter sur la santé et la santé sexuelle. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée de Réponse pour lui, qui est composée de 9 cartes, qui va du dépistage au consentement, en passant par le dysfonctionnement érectile et d'autres sujets en rapport avec les hommes. On parle également de la violence parce qu'il faut en parler. On parle également du dépistage. On parle également du consentement. Ce sont vraiment des supports ludiques avec des scénettes, avec des images qui permettent à chaque personne qui assiste à un atelier de pouvoir y participer, qu'elle parle le français ou pas, qu'elle lise le français ou pas. D'accord, du coup, sont des pictogrammes, c'est Oui, ça? avec des textes et avec vraiment des dessins qui permettent d'interpréter. Une personne qui ne sait pas lire le français peut regarder l'image et interpréter l'image. Pourquoi pour toi, Aminata, il a fallu développer un outil spécifiquement pour les hommes? Et comme je l'ai dit en amont, les hommes, ils sont les oubliés de la prévention. On a l'impression que les hommes, ils connaissent tout et qu'ils peuvent se prendre en charge efficacement sur le plan santé. Alors que la majorité des hommes que nous voyons dans les foyers de travailleurs migrants ou dans d'autres structures mettent plus en avant le travail que la santé. Donc on s'est dit, il faut qu'on aille vers ces hommes. On ne travaille que si on est en bonne santé. Et ils apprennent à connaître les structures vers lesquelles ils peuvent s'orienter en cas de difficulté. Et qu'il n'ait pas honte également. Parfois, les hommes, ils ont honte de parler de certaines choses, surtout en rapport avec l'appareil génital, qu'ils sachent qu'il n'y a pas de honte. Leur médecin généraliste peut les écouter. Il y a des spécialistes qui peuvent les aider quand ils ont des problèmes avec l'appareil génital. Et dans notre démarche également, nous voulons que les hommes soient
investis aussi auprès de leurs partenaires. Et qu'ils apprennent tout ce qu'ils apprennent, ce que c'est que les violences. Parce que quand nous montrons, par exemple, le violentomètre, certains se disent, ah bon, je ne savais pas que c'était de la violence, ça. Mhm. Oui. C'est pas qu'ils le font exprès. Ils ne le font pas exprès. Je ne dédouane pas ceux qui sont vraiment violents, mais qu'ils apprennent que certains actes correspondent à des violences. En fait, vous, ce que vous essayez de faire, c'est vraiment de leur donner la bonne information. Tout à fait. Les bonnes informations et les orienter vers les bonnes structures, les bonnes personnes qui vont réellement les écouter et les accompagner. Pour que nos auditeurs imaginent un peu cet outil, tu peux nous dire comment ça peut se passer une séance avec Réponse pour lui? Comment ça peut se dérouler? Alors, une séance avec Réponse pour lui, c'est des messieurs qui sont là et nous avons le présentoir. Et on leur explique déjà pourquoi nous sommes là. C'est la santé sexuelle, c'est la santé en général, c'est les orientations et répondre à toutes les questions. Donc, nous avons l'outil. Il y a 9 cartes. Ce sont des cartes ludiques. Vous pouvez participer. Si vous savez lire, vous pouvez lire. Si vous ne savez pas lire, vous allez interpréter les dessins qui sont les scénettes qui sont sur les cartes. Et à partir de là, on va demander à un homme s'il veut bien venir regarder de près et choisir une carte. Ce n'est pas obligatoire, on désigne personne. Donc la personne qui veut se lève, vient choisir une carte et à partir de là, nous commençons l'atelier, la discussion sur le thème. Alors, si dans la salle, tout le monde ne parle pas français, nous demandons s'il y a une personne qui parle la langue des autres et cette personne va nous servir de traductrice, pardon. D'accord, d'accord. Et il est pensé avec un nombre minimum, un nombre maximum de participants? Alors, un minimum de 5, un maximum 10. D'accord. Du coup, il y a cet outil. Maintenant, la question que je me pose, comment attirer les hommes dans ces ateliers? Comment les faire venir? Toute la logistique revient à la structure qui organise l'atelier. C'est la communication, c'est d'expliquer qu'il y a des personnes qui seront là pour discuter de santé, de droit et d'accompagnement. À partir de là, ceux qui sont intéressés viennent. Tout à fait, tout à fait. Merci Aminata. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié que tu veux qu'on mette en valeur? Juste pour dire que Réponse pour lui est vraiment un outil formidable, ludique, qui permettra non seulement aux professionnels de l'animation en prévention, mais aussi aux professionnels du médico-social de délier la parole, de faciliter les échanges sur des thèmes qui sont très difficiles à aborder souvent avec les hommes. Et ça va éviter aussi de les mettre mal à l'aise, ça va éviter qu'ils se sentent jugés. Oui, parce que c'est ça la chose qui les bloque le plus, je pense, un jugement. Oui. Pas de jugement, mais vraiment qu'on propose. Si les personnes veulent utiliser Réponse pour lui, il faut que ce soit fait dans un endroit sécurisant, là où il y a la confidentialité, et réexpliquer la confidentialité avant le début de la séance. Il faut que la personne se sente à l'aise et que aussi
les personnes qui vont animer soient à l'écoute. Vraiment une écoute attentive et savoir que, et autre chose, c'est que ces personnes aient des ressources. C'est très important. Quand on doit animer un atelier en santé sexuelle, il faut avoir des ressources où on peut orienter les personnes efficacement et savoir que derrière, ces personnes seront prises en charge sans jugement, sans discrimination.